culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Le concept de patrimoine et culture du judaïsme évolue à la rentrée prochaine. Nous souhaitions en donner un avant-goût avant les vacances. Nous recevons aujourd'hui un nouvel invité de marque. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous à quelques jours de son départ de Marseille après 8 mois passés dans la cité phocéenne. Il s'appelle David Mitnick. Il est directeur de production et a notamment travaillé sur le film Animal de Cyril Dion. À l'étranger, sa réputation n'est plus à faire, très actif sur les plateaux en Inde, en Asie du Sud-Est et même en Afrique. David Mitnick a été recruté par Netflix pour diriger sur Marseille le tournage d'une série allemande. On l'accueille pour nous parler un peu de son parcours et de la série transatlantique dont le tournage vient de se terminer. Bonjour David. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors, David Mitnick, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs comment est né le projet de cette série, qui en est à l'origine et ce qu'elle donne à voir? Alors, l'origine, c'est ce qu'on appelle la showrunneuse, la personne qui avait produit la série Unorthodox, qui s'appelle Anna Winger, qui est américaine, mais qui vit à Berlin depuis une vingtaine d'années. Elle s'est occupée, elle a produit la série Unorthodox, qui a marché mondialement. Du coup, Netflix Allemagne lui a demandé d'autres projets pour les produire. Il se trouve qu'elle est tombée sur le manuscrit ou la nouvelle qui s'appelle The Flight Portfolio d'une personne qui racontait l'histoire de Varian Fry, journaliste américain à Marseille, qui a sauvé un petit peu toute l'intelligentsia européenne qui fuyait le nazisme et le régime de Vichy. Elle a eu envie de mettre cette histoire en lumière, parce que c'est une histoire qui n'était pas très très connue. Elle a trouvé que c'était un bon sujet, et elle a commencé à écrire. Après, c'est tout un processus de production qui fait que la plateforme Netflix valide un projet sur un pitch. Un pitch, c'est une petite histoire. Ensuite, il demande à ce que soit fait un scénario. Alors, un traitement d'abord. Traitement, c'est l'histoire sans dialogue. Ensuite, un scénario, donc traitement dialogué. Tout ça par étapes, pour valider à chaque étape, jusqu'au moment où il valide le tournage, la mise en production. Et ensuite, Ensuite, il donne une date, il dit voilà, nous, on aimerait sortir ce projet à tel moment. Donc, vraisemblablement, pour Transatlantique, ce sera à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. D'accord. Et ensuite, c'est tout un process de rétro-planning. Voilà, ils ont besoin de 5 à 6 mois de post-production. Ça veut dire que le tournage doit s'arrêter à tel moment. En l'occurrence, là, c'était fin juin. Et en fonction de ça, on détermine du nombre de jours de tournage par épisode. Et ensuite, on détermine du temps de préparation. Donc, en gros, tout ça s'est passé très, très vite. Ils ont eu, je pense, les validations de Netflix vers le mois de septembre, août-septembre. Ils ont cherché un directeur de production. Ils ont commencé les process de casting, parce qu'il y a tout à trouver. Et puis, les castings, les comédiens un petit peu... on va dire bankable, en général, ils sont réservés. Alors, vous pourriez citer peut-être quelques noms et des films éventuellement dans lesquels ils auraient tourné ou... Alors, spoilons un peu. Alors, comment dire les comédiens américains qui ont travaillé avec nous, Corey Stoll, on a Gillian Jacob, on a Michael Corey Smith, ensuite on a des comédiens français. Alors leur filmographie, je la connais pas vraiment, pour être très franc. Alors, attendez, vous nous dites qu'il y a des comédiens qui sont d'horizons assez divers. La langue de production. Alors le tournage, la langue du tournage principal est l'anglais. Mais ensuite, on a des comédiens français, on a des comédiens américains, on a des comédiens allemands. On raconte une histoire de réfugiés, donc on a toutes les nationalités de tous ces réfugiés, les Chagall, les Max Ernst, les Benjamin, les Hannah Arendt, les Bretons, voilà, donc français.
Ukrainien, allemand, américain, parce que Varian Fry était américain. On parle dans la série aussi de ses rapports avec le consul américain de l'époque. On a aussi des Français, bien sûr, parce qu'on est à Marseille. Donc voilà, cette série s'est tournée. La langue générale directrice, c'est l'anglais, mais ensuite, les producteurs et la showrunneuse et les réalisatrices ont voulu que chaque personnage parle dans sa langue au moins à un moment ou à un autre. Et pour qu'on ait cette tour de Babel ou ce multilinguisme qui souligne le fait que ces gens ils venaient de partout. D'accord. On sait que c'est une question toujours un petit peu sensible pour les rescapés de la Shoah, mais j'ai cru comprendre que vous-même vous aviez un lien avec une histoire de sauvetage. Et donc que peut-être que ce sujet vous a un peu plus marqué que d'autres films que vous avez pu réaliser précédemment, parce que... Alors pas réalisé, parce que moi je réalise pas. Réalisé, excusez-moi, voilà. mais donc je vous me suis avez été occupé, le directeur de production, c'est ça. Mais comme tout à l'heure vous me disiez effectivement qu'il y avait un lien très étroit entre le directeur de production et le réalisateur qui était systématiquement amené à collaborer. J'ai fait cette petite confusion n'étant pas effectivement du monde du cinéma. Donc cette histoire de sauvetage qui me semble a concerné votre maman. Voilà, j'ai ma mère qui est une enfant cachée. Donc elle, à l'âge de 3 ans, elle a été arrêtée, ainsi que ses parents, et elle a été emmenée à Drancy. De là, elle est sa tante qui l'a élevée, l'a sortie de Drancy avec sa sœur, avec une cousine et un cousin. Il se trouve que ce cousin a attrapé la diphtérie, et donc les Allemands ne voulant rien emmener en Allemagne de contagieux, ils ont isolé la baraque, et ils ont renvoyé ses enfants, parce qu'elle avait 3 ans, elle, dans des institutions dans Paris. Et c'est de là que cette tante qui a élevé ma mère et qui ensuite, de toute façon, est partie, elle faisait de la résistance, elle est partie à Auschwitz et heureusement, elle en est revenue. Donc votre tante la grande tante de ma mère, ma grande-tante, oui. C'est de ces institutions-là que cette tante a sorti les enfants et est partie les cacher. Voilà, donc, on peut dire que ça mériterait aussi peut-être d'être un jour adapté au cinéma, parce que c'est une histoire également méconnue. Oui, voilà, bon, ma mère, je pense qu'elle a ressenti le besoin aussi à un certain âge d'écrire là-dessus, donc elle a fait un témoignage. Et je pense que c'est bien que ces témoignages-là, ils soient faits, ils existent, ils aient le mérite d'exister, pour être passés et pour... alors, pour moi, c'est unique, mais il y en a tellement... de par le monde, et puis c'est vrai que nous on est plus sensible à ça parce que forcément c'est dans notre ADN de juifs, mais il se trouve que mon parcours professionnel m'a aussi emmené au Cambodge, où j'ai passé énormément de temps, donc pays de génocide, voilà, m'a aussi emmené au Rwanda, là aussi c'est le massacre des Hutus, des Tutsis. Donc c'est quelque chose je ne vais pas dire qu'on va se spécialiser là-dedans parce que moi j'ai horreur de la victimisation. Pour moi on va de l'avant, on a vécu quelque chose, mais non évidemment, mais ça permet d'amener des sujets mémoriels et puis de contempler l'histoire à la lueur de certaines j'allais dire anecdotes, non, mais de certains parcours individuels. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que faire venir la grande histoire par la petite histoire, c'est génial. Par des parcours justement singuliers, ça permet aussi de pérenniser la transmission, de pérenniser une mémoire qui, dans le cas contraire, pourrait être amenée à disparaître. Ouais. Alors après, j'imagine que quand on fait un film, il y a toute une part d'inconnu. Il y a une part de non-dit, on vit dans le secret pour cette période qui a été quand même très trouble. On sait que Varian Fry a marché sur des œufs, pour le dire trivialement, pour sauver cette liste de... Enfin, pas cette liste, mais ces 2000 personnes, il avait une liste. Il est arrivé avec une liste de 200, missionné par un comité supervisé, on va dire, par Eleanor Roosevelt. Il est arrivé donc avec une liste, avec une petite somme d'argent, et puis très vite il s'est rendu compte que c'était compliqué. Il n'a pas eu à cœur en fait de dire non à ceux qui toquaient à la porte. Voilà. Effectivement. Donc il a ouvert des bureaux, et puis il a réussi à s'associer les bonnes grâces et les énergies positives de plein de gens, de
donc du coup le nom m'échappe maintenant, c'est le micro, de Mary Jane Gold, pardon, et d'autres gens, hein, notamment des gens au consulat américain, même si le consul américain de l'époque était plus pro-régime fort que les Alliés, on va dire. Enfin, lui, il voyait l'Europe dominée par l'Allemagne, et il se disait, voilà, on va aller avec le pouvoir qui arrive, la force en place, et puis je pense qu'il n'était pas très enclin à recevoir ou à aider des réfugiés. Hein, Donc ça, c'est l'histoire officielle, c'est celle qu'on a dans les documents. Voilà. Et il me semble, j'ai eu ouï dire que la part de fiction avait également permis d'explorer l'individu dans son intimité. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2-3 mots ? La personnalité, quand on fait un film, soit c'est un documentaire, on essaie de se coller à la réalité, soit c'est de la fiction. Donc la fiction, il faut qu'il y ait un intérêt pour que le public soit intéressé. Donc l'histoire en elle-même de Varian Fry, c'est une histoire héroïque, humaniste. Donc ça, c'est intrinsèquement, elle est intéressante. Ensuite, on s'attache à des personnages, à leur personnalité. Varian Fry, c'était un journaliste qui était marié, mais qui avait une vie qui était différente à l'époque. Hein. On lui a prêté une histoire d'amour avec Stéphane Hessel, qui était à Marseille à l'époque. Voilà, donc il y a dans notre époque, c'est parfait parce que l'homosexualité, elle est admise, elle est reconnue. À l'époque, et jusqu'à peu de temps, je pense, elle n'était pas aussi ouvertement traitée. Donc, à l'époque, forcément, je pense qu'il a dû se cacher. Et dans la série transatlantique, on fait part, tout comme on fait part du fait que Mary Jane Gold a eu aussi des aventures. Notamment avec le consul américain. On peut dire que c'est une série prometteuse parce qu'il y a tous les ingrédients pour en faire un bon produit. On a des acteurs connus et reconnus. On a un pitch qui est on ne peut plus intéressant et qui s'intéresse justement à une thématique relativement peu traitée jusqu'alors. Ouais. On a la vie aussi personnelle, ce qui donne un peu le piment d'une bonne série liée à la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et puis je crois qu'on a aussi les lieux qui sont emblématiques. Et ça a été une part de votre travail que de retrouver, notamment lorsque ça n'était pas possible, les différents espaces où se sont déroulés les événements relatés. Ouais, alors Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Bien sûr, ça c'est une volonté de Anna Winger de pouvoir tourner sur les lieux où se sont passés les faits racontés et filmés. Donc il y a eu... Une volonté de réalisme ou... Oui. Oui. Et puis l'âme du lieu qui... En fait, il y a... moi, ce qu'on m'a raconté, parce que ça s'est passé un petit peu avant mon arrivée sur le projet, Anna Winger, au début, elle voulait tourner cette série en Allemagne, et donc principalement en studio. Les gens de Netflix Allemagne ont contacté les gens de Netflix France, qui leur ont dit, c'est quand même, on n'est plus à l'époque des studios, c'est bien de tourner en studio, c'est mieux de tourner en réel. Venez à Marseille, où s'est passée l'histoire, faites un repérage, regardez si ça vous plaît. Après, ça vous plaît, vous y restez, ça vous plaît pas, vous repartez. Et vous restez sur le concept de studio et tourner en Allemagne. Ça a un coût, évidemment. Mais bon, ils sont venus, ils sont tombés sous le charme de Marseille, de la Provence, de la région. Comment ne pas aimer cette région qui est magnifique et que j'ai adoptée depuis quelques années. Alors, vous pourriez nous dire peut-être précisément les quelques endroits qu'on pourrait être amené à retrouver dans les 7 épisodes. Donc, ils sont venus, ils avaient l'histoire, ils connaissaient l'histoire, donc ils sont allés à l'hôtel Splendide, qui est le réseau Canopé, qui se trouve en bas des marches de la gare Saint-Charles. C'est là où Varian Fry recevait... ça a été son premier bureau, où il recevait le Rescue Committee, où tous les réfugiés venaient. Ensuite, on a tourné au camp d'Émile. Tout à fait, dans la banlieue d'Aix. Voilà, avec l'assistance, on va dire, l'aide de la fondation. Ça a été compliqué, mais dans le bon sens du terme, de ce partenariat avec eux,
de les convaincre d'accepter de recevoir une fiction. Parce que c'est un lieu de mémoire, hein, j'ai envie de dire, c'est le camp de Drancy de la région sud. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Il y a plus de 2000 personnes qui en sont parties. Il y a des gens qui sont morts là-bas. Il y a des sans qui sont retour. Il y a eu quelques décès effectivement sur suicides. place. Donc, ils voulaient pas, la direction du camp d'Émile ne voulait pas au départ accepter une fiction, quelque chose de trivial, on va dire. Voilà. Donc, on a eu un long process de prise de conscience et de mise en confiance avec eux pour pouvoir leur garantir que, déjà, d'une part, on comprenait que c'est un lieu de mémoire et qu'on ne va pas tourner à Disneyland, voilà, pour le dire très abruptement. Moi, c'est là où j'ai aussi mis un petit peu mon histoire personnelle en avant, en disant ma mère, moi, elle était à Drancy, donc je sais très bien, moi je suis directeur de production de la série, ça va être de ma responsabilité de faire en sorte que les équipes se conduisent correctement. Ça, c'est une première chose, c'est la logistique. Ensuite, le propos, qu'est-ce qu'on raconte à la lecture du script. Bon, je ne peux pas en parler trop parce qu'on ne va pas divulguer, mais il y avait une incohérence. Donc eux, ils nous ont demandé de consulter leur historien, Robert Mencherini, de lui soumettre nos scénarios pour que lui relève la cohérence. C'était important pour eux que leur comité historique et scientifique valide la venue de la société de production au camp d'Émile. Ça a été fait. Et puis petit à petit, bon, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ils ont accepté la venue. Ils ont accepté qu'on tourne chez eux. On est le premier tournage depuis que la fondation a été créée, parce que je crois qu'il y a une vingtaine d'années, il y a eu un tournage de fiction. Mais voilà. Donc on voit que malgré le caractère fictionnel qui est inhérent à toute série, il y a un réel regard tourné vers le réalisme, la volonté de coller le plus près possible aux événements tels qu'ils se sont déroulés. Et parfois, vous me l'expliquiez lorsqu'on a un peu préparé cette interview, parfois on n'a pas le lieu. Hein, donc il y a eu un cas où vous me disiez qu'il a fallu trouver une bastide qui puisse remplacer la un Villa espace Herbel qui a disparu. La fameuse Villa Herbel, où une fois que le Rescue Committee s'est fait éjecter, il y a eu des raids de la police. D'abord, c'est l'hôtel qui a appelé la police en disant là, on a plein de réfugiés dans notre lobby, voilà, faut nous les faire partir. Ensuite, le deuxième bureau de l'IRC. Donc à un moment, Varian Fry et Mary Jane Gold et tout leur staff ont trouvé une villa qui s'appelait la Villa Herbel, qui appartenait à un docteur et qui était en limite de Marseille, en bout de ligne de tram. Et ils se sont dit, c'est un lieu parfait pour planquer ou un lieu de transit pour tous nos artistes là, qui sont pas des gens qui sont des gens un peu excentriques quand même. Hein. Il y a eu, on a donné quelques noms. Il y a eu les Chagall aussi. Il y a eu André Breton, c'était quand même quelqu'un de très particulier, un collectionneur compulsif, quasiment atteint du syndrome de Diogène. On a des gens qui sont atypiques. Qui n'ont pas conscience, qui ont conscience qu'ils sont en danger, mais qui, à partir d'un certain moment... Qui seraient capables de sortir, de vendre la mèche, pour le dire trivialement, et ça pourrait poser un problème, effectivement, donc, pour la sécurité du groupe. Il y a eu cette villa qui a été trouvée, et cette villa a été détruite au fil des ans. Donc, on lance une équipe de repéreurs, des gens qui sont payés pour trouver des lieux, mais en connaissance du scénario et de la logistique. Le directeur de prod, c'est-à-dire vous, qui les dirigez ou qui les mandatez? Oui, si vous voulez, le directeur de production, il est en haut d'une petite pyramide de chefs de poste et de techniciens qui chacun ont leur spécificité. La mise en scène, il prépare un plan de travail, la décoration doit faire en sorte que tous les décors ils soient cohérents avec l'époque. La régie s'occupe des autorisations de tournage et de la logistique.
On a les costumes, évidemment, qui s'occupent des costumes. On est en 1940, on ne va pas se balader avec un t-shirt de marque. Donc il y a des études qui sont faites sur la façon dont les gens s'habillaient, le maquillage, la coiffure. Il y a une équipe de casting figuration, il y a une équipe de casting tout court pour trouver les rôles. Enfin voilà, c'est une entreprise. J'imagine que ces 8 mois passés ont été éreintants et que vous allez prendre des vacances bien méritées. Est-ce que votre travail est terminé maintenant ? Concrètement, comment ça va se passer là pour les quelques semaines à venir avant la sortie officielle ? Rappelez-nous la date. A priori fin d'année, je pense. Fin d'année ou décembre, janvier. Décembre ou tout début 2023. Voilà. D'accord, tout début 2023. Sur la plateforme d'abord, je pense, comme c'est Netflix Allemagne qui produit ça, ce sera d'abord sur Netflix Allemagne et très très vite, je pense, ce sera sur Netflix, la plateforme et puis alors pour terminer, mondiale. Vos projets à venir. Est-ce que vous avez déjà des idées des prochaines réalisations ? Alors, pour répondre à la première question, le tournage s'est arrêté lundi dernier, donc il y a 4 jours. Très récemment, et on vous remercie d'être là je vous en prie, sur Radio JM pour venir témoigner. Je crois que vous nous avez offert l'exclusivité par rapport à ce tournage qui, comme vous le dites, il vient de se terminer. Là, on est dans le processus de finition, c'est-à-dire que on fait en sorte que tous les gens qui nous ont accueillis sur la région, on les remercie, on s'assure que le tournage se soit bien passé chez eux. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec cette Bastide, comme vous dites, à Vitrolles pour m'assurer que pour faire le rendu final. Ensuite, il y a tout ce qui est la partie compte rendu, etc. qu'on va remettre, que la société de production qui m'a engagé va remettre à Netflix. Et puis ensuite vacances, vacances et prochain projet, vraisemblablement avec Netflix France, voilà. Bon, David Mitnick, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je pense que les auditeurs ont été vraiment très intéressés par cet exposé, particulièrement détaillé et particulièrement riche. On vous remercie, on vous dit à très bientôt. Peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une interview au moment de la sortie même du Avec plaisir, du film. Ou sinon, si je reviens tourner un autre sur la film, région de peut-être. Marseille. Ouais, voilà. Merci à vous. beaucoup. Merci à vous et aux techniciens.